Jean-Sébastien Fallu, professeur agrégé à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, chercheur régulier au Centre de recherche en santé publique à l'Institut universitaire sur les dépendances. Je suis aussi rédacteur en chef et directeur de la revue Drogue, Santé et Société. J'ai fondé une organisation communautaire de réduction des risques et des dommages dans les milieux festifs, le GRIP. Au Québec, oui. Au Québec, la loi prévoit des budgets, des enveloppes dédiées. Donc, il y a un certain pourcentage des revenus de la SQDC qui va dans le fonds de prévention. Bon, prévention ici est au sens large. C'est des sommes utilisées pour la prévention, pour la recherche sur le cannabis, mais ça sert aussi à soutenir les municipalités, qui inclut quand même, je pense, même des mesures d'encadrement, de contrôle, même policier. Mais c'est tout. L'argent ne peut pas servir à autre chose que ça. Et oui, euh, il y a beaucoup plus d'argent pour la prévention, la recherche. Et c'est vrai aussi au Canada. Au Canada, les fonds de recherche suite à la légalisation là, pour la recherche sur le cannabis ont décuplé. Et vraiment, là, c'est pas au sens figuratif, là, c'est vraiment 10 fois plus. Oui, ben, la question de la stigmatisation, j'insiste là-dessus, pour moi, elle est centrale. Je pense que c'est vraiment important de regarder l'évolution de la stigmatisation parce que la stigmatisation, maintenant, en santé publique, c'est considéré comme un déterminant social de santé. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion de rencontrer le chef, le directeur de la santé publique du Colorado en 2019, je crois. Puis je lui avais demandé qu'en est-il de la stigmatisation, puis il m'avait regardé complètement subjugué, il m'avait dit parle à un sociologue. Ça m'avait vraiment inquiété parce que c'est un indicateur vraiment important en santé publique. Pourquoi? Parce que c'est associé à euh, des risques pour la santé dans toutes les classes sociales qui perdurent dans le temps, qui réduisent les ressources pour prévenir les problèmes, mais aussi quand on a un problème pour aller mieux, s'en sortir, se soigner. Bref, je ne saurais insister suffisamment sur le fait que la stigmatisation, c'est très, très, très important. Et à mon sens, ça devrait même être le premier objectif de la loi et de toute campagne d'éducation-prévention de ne pas stigmatiser et de déstigmatiser. Parce que quand on s'intéresse aux mécanismes des impacts de la stigmatisation, on se rend compte à quel point c'est délétère. Donc, quand je disais tantôt qu'il fallait regarder l'ensemble des impacts, certainement que la stigmatisation est au premier chef avec tout ce qui est justice sociale, en fait. Je pense que toute politique de drogue, mais aussi toute politique devrait avoir comme pierre angulaire d'abord et avant tout la question de la justice sociale, ce qui n'a pas nécessairement été ce qui a motivé la politique canadienne. C'est clair que la stigmatisation ne disparaît pas du jour au lendemain. Et si on circule à Montréal et qu'on voit une file d'attente de gens qui veulent aller dans on l'a vu surtout pendant la pandémie, on voyait des files pour aller à la Société des alcools du Québec, mais aussi des files pour aller à la SQDC. Et c'est sûr que la représentation, le jugement qu'on a n'est pas le même. Ça passe beaucoup mieux d'être dans une file pour aller acheter de l'alcool que du cannabis. Et les gens sont encore peu portés à révéler publiquement leur consommation de cannabis. Ça se fait de plus en plus, mais
Récemment, il y a un média alternatif qui a essayé de trouver des artistes pour témoigner des 5 ans de la légalisation. Et puis, ils ont peiné à trouver même des artistes qui voulaient révéler leur consommation de cannabis. Les dernières données que j'ai vues sur l'acceptabilité sociale de la consommation occasionnelle de cannabis est passée de 48% à 63%. Donc, est-ce que c'est le verre à moitié vide, à moitié plein? En tout cas, ça progresse. Il y a une acceptabilité qui augmente de la consommation. Et j'insiste là, ici, la question, c'est la consommation occasionnelle. Je pense que c'est absolument encourageant. Il faut que ça continue. Les gens en santé publique, parfois, ont peur de la normalisation, mais c'est inévitable. Sans normalisation, il n'y aura pas de déstigmatisation. Ce qu'il faut éviter, c'est peut-être la normativisation, de rendre le comportement non seulement le socialement acceptable, mais de le rendre l'objet d'injonction pour adopter le comportement. Ça, c'est vraiment à éviter. Mais que le comportement soit acceptable, c'est absolument souhaitable et c'est ce qui semble se produire actuellement, lentement mais sûrement. La déstigmatisation, ça peut avoir toutes sortes d'impacts. Je vais revenir à la question des impacts sur les autres substances, simplement pour dire que la déstigmatisation peut aussi favoriser la demande d'aide dans les services de soins, même la consultation hospitalière ou même les services antipoison. On a documenté une augmentation des consultations aux urgences, des appels au centre antipoison pour des intoxications involontaires d'enfants. Ça m'amène à dire que il est très possible que des gens qui intoxiquent involontairement leur enfant soient plus portés d'appeler au centre antipoison et de se présenter aux urgences si c'est déstigmatisé, si c'est légalisé, que si c'est criminel. Mais ça peut aussi être une augmentation réelle. Donc, j'insiste là-dessus parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben là, au Canada, il y a des indicateurs négatifs d'augmentation, c'est ça, d'appel au centre antipoison, d'hospitalisation. C'est pas nécessairement tout positif. Il y a peut-être des choses à regarder, notamment avec les produits comestibles, de mieux les encadrer, l'éducation, comment les entreposer. Pour ce qui est des autres substances, il y a clairement, en tout cas, un effet légalisation de manière générale. Ces arguments-là sont de plus en plus appliqués à d'autres drogues. Et donc, le débat public a évolué beaucoup sur même la décriminalisation, légalisation d'autres drogues, parce que les arguments sont les mêmes. Les méfaits de la prohibition sont les mêmes. L'échec de la prohibition sont les mêmes. Bon, du même coup, il y a une déstigmatisation aussi des autres, je pense, personnes utilisatrices d'autres drogues. Est-ce que la déstigmatisation du cannabis déstigmatise les autres drogues dans le sens que ça favorise leurs usages? Je pense pas. Il y a beaucoup de craintes non avérées là, dans la légalisation. D'abord, on pensait qu'il y aurait une apocalypse, puis s'il y a une chose qu'on peut conclure, c'est qu'il n'y en a pas eu. Là. Il n'y a pas d'apocalypse. Mais aussi que les gens se tourneraient vers d'autres drogues, c'est pas quelque chose qui est documenté. Mais oui, la déstigmatisation en cours semble perler sur les autres utilisateurs et les autres drogues. En
En termes de réduction des risques, il y avait des craintes, beaucoup de craintes sur la conduite avec les capacités affaiblies par le cannabis. Les enquêtes de Statistique Canada et aussi de l'Institut de la statistique du Québec montrent qu'il y a eu une diminution très marquée, quelque chose comme de 39% à 26% des personnes qui consomment du cannabis qui rapportaient ce comportement-là. Donc, de manière vraiment dans les enquêtes où les gens rapportent le comportement, ça a baissé beaucoup. Il y a beaucoup plus de cas d'interpellation policière, mais c'est une bonne nouvelle en quelque sorte parce que s'il y en a moins, mais qu'on a plus de cas, ben c'est parce qu'on teste plus, puis il y a plus de policiers formés et on fait plus on fait plus de barrages routiers pour tester les conducteurs. Donc, c'est sûr que si on teste plus, on l'a vu avec la COVID, on en détecte plus. Par contre, il y a des données plus récentes des accidentés de la route où on vérifie la présence de cannabis et d'autres drogues. Puis on a vu qu'il y avait une augmentation en Ontario et en Colombie-Britannique dans certaines études. Dans le temps, ça correspond à l'accès aux produits comestibles. Les produits comestibles, c'est pas un marché qui était très présent avant. Ça se développe à vitesse grand V. Les gens connaissent peu, donc il y a beaucoup d'éducation à faire sur les effets, la durée des effets, sur l'entreposage sécuritaire par rapport aux enfants aussi. C'est un produit qui est plus sécuritaire au niveau de l'administration. Il n'y a pas d'enjeu au niveau des voies respiratoires, mais qui a des effets plus longs, les gens connaissent moins. Donc, ça se peut qu'il y ait des enjeux au niveau de la sécurité routière qui soient strictement liés aux produits comestibles, en fait. Puis pour les produits les intoxications involontaires, effectivement, ça se peut qu'il y ait des enjeux, là aussi avec les produits comestibles. En plus, au Canada, on n'a malheureusement pas fait comme au Colorado. Par exemple, au Colorado, vous achetez une barre de chocolat au THC et chaque pièce de chocolat est identifiée soit par une feuille de cannabis ou un seau THC. Le Canada n'a pas décidé de faire ça. Il n'y a que l'emballage qui est identifié, mais le produit à l'intérieur, on ne peut pas le distinguer. Donc ça aussi, peut-être que c'est responsable. Clairement, il n'y a pas eu, les impacts très, très craints sur la conduite automobile. À tout le moins, en tout cas, c'est pas clair le portrait. Parlant de tendance préalable, pour les hospitalisations, les admissions aux urgences, il y a eu une augmentation, mais cette augmentation-là était déjà très clairement là depuis des années avant l'arrivée de la légalisation. C'est une tendance qui était déjà à la hausse. Là aussi, la déstigmatisation peut jouer. Les gens vont peut-être davantage y aller qu'avant, mais on pourra peut-être y revenir.